Conze, heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un point, en quelque sorte, on pourrait dire, ultra secret au moment où c'était le cas, et qui m'a beaucoup intéressé parce que c'est un sujet très particulier qui permet d'éclairer la relation qu'a la France avec les États-Unis. Je me suis beaucoup intéressé aux États-Unis, je me suis beaucoup intéressé à la France, bien évidemment, et vous avez été au cœur d'un moment historique dans l'histoire du pays, qui est cette rencontre avec les Américains au moment de la décision de développer, comme vous le disiez, la bombe nucléaire en France, avec cet objectif très clair que la France soit indépendante, complètement indépendante. On parle beaucoup aujourd'hui d'open innovation, et vous m'expliquiez que ça s'est fait en alliance avec les Américains. On est à la fin de la guerre, les quelques années se sont passées déjà. Comment cette rencontre s'opère et au fond, qu'est-ce que vous pouvez en tirer sur la manière dont les liens se construisent entre le général de Gaulle, dans sa volonté d'indépendance, et la puissance américaine, puis première puissance du monde, et cette difficulté de gérer une relation où le général veut clairement l'indépendance. Oui, bonjour Michel. C'est une question qui a été effectivement très sensible à un moment donné. D'abord, évitons tout malentendu. Le général de Gaulle prend ses décisions en matière de dissuasion pratiquement dès son retour au pouvoir en 1958. Et tout le temps du général de Gaulle, c'est-à-dire la décennie 60, il n'y a aucune relation entre la France et les États-Unis, ou en tout cas, ces relations sont parfaitement détestables. N'oublions pas en particulier l'embargo qui est mis par les Américains sur tout ce qui est susceptible de nous aider en quoi que ce soit dans le développement de notre force de dissuasion. C'est vrai pour les supercalculateurs, c'est vrai pour l'électronique, c'est y compris vrai pour les ballons nécessaires à la réalisation des essais dans l'atmosphère des engins nucléaires, etc., etc. Les Américains, en aucun cas, ne nous aident. Au contraire, ils cherchent à nous empêcher à réaliser notre programme. Tout change au début de la décennie 70. Et pourquoi ? Avec, en particulier, l'arrivée de Richard Nixon aux États-Unis comme président. Richard Nixon est francophile. Richard Nixon est, quand on regarde les mémoires du général de Gaulle, il est caractérisé par le général comme un des très rares Américains ayant une certaine notion de la vie internationale. Le général est très méchant vis-à-vis des Américains dans ce domaine. Il a un œil particulier sur Richard Nixon, et la légende veut, je crois que c'est même pas la légende, la réalité, est que, souvenons-nous, Richard Nixon est battu par JFK aux élections présidentielles de 1960. Il est battu aux élections de novembre 62 comme gouverneur de Californie, et dans la foulée, décembre 62, il est invité par le général de Gaulle en France et il est reçu pratiquement comme un chef d'État. Tout ça parce que le général de Gaulle a l'impression qu'il est un des rares Américains qui comprennent la vie internationale. Alors, probablement que Nixon, j'allais dire, élu, c'est 1968, oui, 1968, Nixon élu a, je dirais, un sentiment particulier vis-à-vis de la France que partage son conseiller pour les affaires stratégiques, qui est Henri Kissinger.
Hein, il y a en particulier un excellent bouquin qui est sorti il y a 7-8 ans sur l'ensemble des relations franco-américaines, y compris ce que je vais aborder tout à l'heure, qui est un bouquin de Vincent Nouzy et qui retrace de façon remarquable toute cette évolution de la part de Richard Nixon et d'Henry Kissinger. Et j'ai d'ailleurs même personnellement écrit et publié un bouquin il y a 7-8 ans aussi sur ces questions-là. Alors, au début des années 70, finalement, quelle est la situation dans le monde occidental? Les États-Unis sont la puissance nucléaire, le leader du monde occidental dans la guerre froide. Les Britanniques ont l'arme nucléaire, ont des systèmes nucléaires, mais est-ce que leur indépendance est bien considérée comme telle par Moscou, c'est-à-dire par le pouvoir soviétique? On peut s'interroger, le problème n'étant pas ce que l'on croit nous, mais que se croit l'adversaire potentiel. Et troisièmement, la France vient de faire la démonstration que ses programmes sont irréversibles et que la France ne reviendra jamais en arrière quant à ses forces de dissuasion. À ce moment-là, apparaît un peu la notion, et si on parlait non pas pour s'entraider, mais pour faire en sorte que l'on se comprenne beaucoup mieux, et qu'en particulier ce qui a été un des éléments profonds de nos discussions et de nos échanges avec les Américains, les problèmes de sécurité qui posaient, effectivement, on ne manipule pas quelques milliers d'armes nucléaires, on ne les utilise pas, on ne les met pas, je dirais, en opération, sans prendre énormément de précautions, et là, c'est un domaine d'échange dans lequel nous avons, de part et d'autre, de façon d'ailleurs souvent très égalitaire, appris beaucoup les uns des autres. Voilà comment se sont amorcés ces échanges franco-américains qui ont duré au moins dans la décennie 70 et dont j'ai eu l'honneur non seulement de partager, mais que j'ai eu l'honneur de diriger du côté français et qui m'a permis d'avoir du côté américain une équipe d'amis dont beaucoup d'ailleurs sont encore en vie et avec lesquels nous passons de temps en temps quelques moments fort sympathiques. Alors évidemment, vous rentrez à ce moment-là au cœur d'un des pouvoirs centraux américains, même si la démocratie américaine a de nombreux pouvoirs et contre-pouvoirs comme la presse, mais le lobby militaro-industriel, comme on dit, il est tout de même extrêmement central aux États-Unis. Il est d'autant plus central qu'il a en face de lui, pendant toute la guerre froide, un des plus gros centres humain qui est l'armée russe, l'armée rouge, qui est, je crois, à l'époque le plus grand employeur de la planète. Donc deux mastodontes, et vous découvrez à cette occasion des personnalités qui structurent la pensée américaine dans ce domaine. Peut-être si vous pouvez nous parler de un ou deux de ces personnes, ça serait intéressant parce que ça donne une idée de comment fonctionne la gouvernance américaine. Vous me parliez de quelqu'un d'ailleurs qui est amusant parce que, à défaut qu'il soit connu lui, un des personnages de Star Wars, d'Edward Teller. D'Edward Teller, qui a donné dans Star Wars le sage qui apprend le maniement du sabre au principal héros de Star Wars. Il m'a été donné, effectivement, de rencontrer, de passer en particulier une nuit, enfin un dîner qui s'est prolongé fort tard dans la nuit, au moment de la presque chute du mur de Berlin, donc une nuit avec Edward Teller, mais j'ai surtout, dans ma vie, dans cette vie, j'allais dire, de relations franco-américaines, qui m'a conduit une centaine de fois, au moins, aux États-Unis, pendant cette décennie, de rencontrer des gens absolument extraordinaires. J'ai en tête Brian Scrowcroft, qui a été le National Security Advisor des Bush, et qui est resté, qui d'ailleurs encore, dans une certaine mesure, est extrêmement influent, qui avait une vision, j'allais dire, de la vie internationale, de l'environnement international des États-Unis, tout à fait juste et tout à fait rare aux États-Unis. C'est aussi mes relations très étroites, personnelles, avec un des gourous américains, qui est Andy Marshall. Andy Marshall
arrivé comme patron du Net Assessment, appelé par McNamara, donc c'est tout début de la décennie 70, et qui a toujours un rôle à l'âge de 95 ans sur ce qui est devenu le Net Assessment américain. C'est quoi le Net Assessment? Le Net Assessment, c'est un groupe de gens choisis pour, je dirais, leur caractère innovant, leur caractère de réflexion très profonde et souvent hétérodoxe d'ailleurs. Une petite équipe chargée de penser à ce que seront les difficultés, les problèmes des États-Unis à échelle de 10-20 ans. Et on voit de temps en temps, un passé récent, Andy Marshall, je signale, il travaillait beaucoup sur la Chine en particulier aujourd'hui, après avoir passé son temps effectivement sur l'Union soviétique et sur les ruptures technologiques capables de bouleverser le monde communiste et conduire à la fin de la guerre froide. C'est en particulier un des penseurs qui ont conduit à la guerre des étoiles, dont on a beaucoup parlé. C'est un être assez fascinant, très francophile et qui est venu très souvent en France, que j'ai invité de multiples reprises. Merci beaucoup Henri. Beaucoup d'autres sujets pourraient être abordés. La manière dont les États-Unis, vers la même époque, vont inventer Internet et l'impact d'Internet, ça serait très intéressant qu'on en parle dans une prochaine vidéo. Il y a bien évidemment aussi la position de la France très particulière sur les lanceurs et sur l'aérospatiale qui devient un sujet majeur avec la conquête de Mars aujourd'hui. C'est un sujet qui nous intéresse. On vous invitera à nouveau. Merci beaucoup Henri et à très bientôt sur notre télévision de l'Université catholique de Lille. Merci Michel de m'avoir invité.